cible localisée, attendons instruction. Je répète, cible localisée, attendons instruction. I repeat, target spotted, waiting. Le problème, c'est que quand il y a des gens qui trouvent des moyens de produire de l'énergie sans polluer, de l'énergie pérenne, qui nous éviterait d'avoir des guerres du pétrole, des guerres nucléaires, des guerres avec les Russes, des guerres du blé, des guerres avec l'Ukraine et tout ça, c'est mis sous couvert. Les brevets ne sortent pas. Nikola Tesla, il avait trouvé un brevet qui permettait, il avait sorti un brevet qui permettait d'avoir la vraie énergie libre, mais Edison a racheté le truc et c'est sous couvert dans un coffre, on ne sait pas où. Et personne n'a le droit de s'en servir de ça. Sauf peut-être l'élite qui l'utilise dans notre dos et on ne le sait pas. Et à toi, ils te font croire qu'il y a des problèmes énergétiques, de gaz, de pétrole, etc. Alors, on continue avec ton end-spinner. Donc bon, il place des aimants, néodymes, voilà. Et puis en positionnant les aimants là de chaque côté, il va faire tourner le end-spinner de manière perpétuelle, quoi. Donc quelle excuse j'ai à présenter par rapport à ça? Et quoi? Parce qu'une fois j'ai évoqué cette vidéo-là et que j'ai dit, regardez, c'est parfaitement possible de faire tourner un moteur avec des aimants. Et c'est pas l'énergie libre, ça. Hein. Ça, c'est pas Tesla, ça. Hein. C'est pas Nikola Tesla, ça. Ça, c'est le moteur magnétique, ça. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Là, j'ai pas le temps d'aller faire une recherche YouTube pour toi et tu vois que tu es parfaitement capable de la faire, la recherche. Donc, it actually works? Ça fonctionne? Bah oui, ça fonctionne. Regarde, c'est tout simple, fanatique. Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de ce fameux mouvement perpétuel. Certains parlent de générateurs surnuméraires ou encore à tort d'énergie libre, mais l'idée est toujours la même, concevoir un système capable de fournir plus d'énergie que ce qu'on lui en apporte. Pour obtenir un mouvement perpétuel, il faudrait alors supprimer les frottements de l'air en faisant un vide d'air, et puis remplacer les roulements à billes par un système qui ne frotte pas du tout. Hop, on donne une impulsion de départ à la roue et elle ne s'arrête jamais, pas de frottement, pas de ralentissement. C'est très bien d'avoir une roue qui tourne sans fin, mais nous ce qu'on veut, c'est produire de l'électricité avec. Et là, ça coince. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du générateur électrique, il suffit de faire varier un champ magnétique devant une bobine pour obtenir du courant. En déplaçant un aimant devant une bobine, on produit de l'électricité. On place donc des aimants sur notre roue, puis une bobine. Les aimants, en se déplaçant, produisent un champ magnétique variable. On obtient donc de l'électricité. Mais l'électricité, c'est de l'énergie. Or, la roue ne contient qu'une quantité finie d'énergie cinétique. L'énergie électrique que l'on produit est en réalité volée à la roue, on est en train de la ralentir pour produire du courant. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contact physique entre les aimants et la bobine que la roue ne va pas ralentir. Ce principe est même parfois utilisé comme frein sans contact qui ne s'use pas. C'est le cas pour ce vélo d'appartement qui freine avec des aimants. Ils induisent un courant électrique dans la roue métallique qui chauffe. Exactement comme dans le cas des frottements, à chaque fois qu'un aimant passe devant la bobine, une force appelée force de Laplace s'oppose au mouvement de la roue en aspirant une partie de son énergie. Cette énergie est transformée en électricité. Au final, la roue finit par s'arrêter quand toute l'énergie cinétique s'est transformée en énergie électrique. Le quart d'heure insolite d'aujourd'hui va porter sur un personnage historique et scientifique, Nikola Tesla, mort en 1943, né en 1856. Et la raison pour laquelle je vais vous en parler, c'est que c'est un personnage assez nébuleux.
en toute honnêteté, moi, je m'y suis vraiment intéressé à ce personnage il y a quelques années, il y a 2 ans, quand, après avoir mis sur Internet des cours d'électromagnétisme, j'ai reçu un mail d'insultes, mais monstrueux, mais vraiment monstrueux, où le gars me disait, mais vous êtes prof d'université, c'est une honte, vous ne citez pas du tout Tesla dans votre cours d'électromagnétisme, alors que c'est le pur génie, le gars qui a tout fait, qui a tout inventé, qui vous êtes, quoi. J'ai assez mal réagi sur le coup, mais bon, bref. Mais effectivement, je me suis demandé, oui, il a en partie raison, je ne parle pas de Tesla. C'est qui d'ailleurs Tesla? Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin de parler de Tesla pour faire de l'électromagnétisme. Voilà, il n'a pas fait grand-chose, je vais en parler, enfin, dans le cadre d'un cours d'électromagnétisme. En revanche, il y a une unité qui est donnée à son nom, hein, l'unité du champ magnétique, c'est quand même pas rien. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, des gars qui ont une unité. Donc, je me suis posé la question, pourquoi? Qui c'est ce gars? Bon. Comme tout le monde, quand je cherche de l'information, je me tourne vers Big Brother. Et je demande à Big Brother qui est Monsieur Intel. Alors juste pour vous montrer, mettre en perspective ce qui va suivre, je vous montre d'abord une autre expérience. Vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais ici j'ai demandé à Google qui est James Clerk Maxwell, le gars des équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Et les liens qui sortent ici, vous avez un lien Wikipédia en français, un autre en anglais, une biographie de Futura Science, super site, un truc du CNRS, l'encyclopédie Larousse et quelque chose de la Fondation Maxwell. Donc on se dit, ok, on a l'information qui semble pertinente. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur la notion de pertinence des informations. Mais bon, on a au moins ici 7 liens sur lesquels cliquer, on est content. Si on fait pareil avec Tesla, on tombe sur Wikipédia, puis sur un truc qui s'appelle conspiration.org, le génie oublié, un truc de science et magie, un PDF, on ne voit pas trop de qui c'est, d'un gars que je ne connaissais pas, mais je n'ai pas trop moyen de savoir si c'est bien ou pas, 10 faits surprenants sur Tesla, voilà. Donc vous voyez que la nature de ce qu'on trouve ici est un peu différente et ouvre la place à un autre type d'informations que les informations institutionnelles, c'est les gogos. Je vais parler des gogos tout à l'heure. Le gogo ici, ce n'est pas Tesla. Les gogos, pour moi, c'est les personnes qui prennent de l'information scientifique et la transforment en fond de l'information pseudo-scientifique. Je vais vous parler en partie de pseudo-science pendant ce quart d'heure. Alors juste un petit conseil à Sophie Adno qui a l'habitude de piloter des hélicoptères dans lesquels elle s'est bien occupée de la conception du cockpit, etc. pour être sûr que rien ne manque, que chaque chose soit à sa place, que tout se passe bien. Sophie, quand tu seras dans la station, fais attention à une chose, c'est que la réalité augmentée soit bien réglée. Pas que tu aies l'air bête devant les caméras et que comme cet acteur-naute américain, ta main se met à passer à travers le câble du micro. C'est beau la réalité augmentée dans l'espace. Hein. Ça fonctionne toujours super bien. Donc bon, c'est cramé votre truc. D'accord? Et il y en a des caisses et des caisses et des caisses et des caisses, des anomalies comme ça. Et s'il n'y avait que ça, après il y a le blindage, après il y a les panneaux solaires, après il y a Thomas Pesquet en Ray-Ban dans la cupola. Là, on va se concentrer sur le type de désinfo qui est utilisé. C'est donc Vladimir Poutine. Dans ses apparitions publiques en février 2022, on s'en souvient, il se montrait souvent dans une position où il tenait les gens à distance, qu'il s'agisse des chefs d'État qu'il recevait, ou même de ses collaborateurs. Des gens avaient d'ailleurs fait des caricatures de cette fameuse table. Or, le 5 mars a été diffusée une vidéo de Poutine assez différente, où il recevait un groupe d'hôtesses de l'air et personnel navigant pour discuter de l'Ukraine, et là, il se tenait cette fois au milieu de tout le monde, ce qui, du coup, a fait dire à certains qu'il devait s'agir d'un fake, et que cette réunion n'avait sans doute pas vraiment eu lieu, et même que c'était probablement une vidéo tournée sur fond vert où il avait été incrusté dans l'image par trucage. Et pour appuyer ça, ils avançaient une preuve, à un moment de la vidéo, regardez là, Poutine a un geste de la main qui semble trahir un trucage vidéo mal fait, puisque sa main passe à travers le micro devant lui, ce qui est physiquement impossible. Hein. Donc, est-ce une preuve convaincante? Le premier truc à remarquer, c'est que ces preuves apparaissent toujours dans des vidéos en qualité bien moche. Et ça déjà, c'est un indice du subterfuge, parce que si on prend par exemple des images de JT en 2022, c'est de la qualité HD. Alors, pourquoi les versions qui circulent dans ces preuves sont toujours en mauvaise définition? Parce que justement, si on vous montrait la version en haute qualité, le problème n'apparaîtrait pas. Mais sur les versions en qualité dégradée apparaissent des artefacts, c'est-à-dire des effets artificiels, des déformations de l'image qui sont dues justement à la dégradation de la vidéo, et qu'on vous réinterprète pour vous faire croire à de fausses preuves, comme quoi on vous aurait menti, mais c'est à ce moment-là qu'on est en train de vous mentir. Peut-être en 360p ou 240p pour obtenir un fichier moins volumineux qui se charge plus vite sur les réseaux. Peut-être aussi qu'on a changé son format, du MOV ou MP4 ou autre. Enfin voilà, ce genre de transformation du fichier vidéo altère
sa qualité et génère au passage des artefacts, surtout sur des mouvements comme ici sur le mouvement de la main, où l'image est déformée. Comment ça s'explique techniquement? Ça tient à la manière dont sont faits les fichiers vidéo. La compression d'une vidéo consiste à ne pas garder toutes les images de la vidéo, sinon ce serait trop lourd à stocker, donc on stocke juste des images clés, toutes les 10 images par exemple. C'est comme ça qu'on peut obtenir des fichiers de taille plus réduite, et donc plus faciles à faire circuler sur les réseaux. Mais voilà, si la vidéo est très compressée, sur des mouvements rapides comme avec la main de Poutine, ici on perd trop d'informations au passage, et ça crée ce qu'on appelle du data moshing. Au moment du décodage de la vidéo, le mouvement va être mal restitué. Ça va donner à l'image des effets comme ça, où la main a l'air de passer à travers le micro, parce qu'en fait ici on a deux images qui se superposent mal, il n'y a pas assez d'infos entre les images clés pour reconstituer une image fidèle, et ça nous génère du coup une image où la main est mélangée au micro. Alors, comment peut-on faire pour lever le doute sur ces images? Comme d'hab, en fait, il faut remonter à la source. Retrouver la vidéo originale avec sa qualité maximum. Là, par exemple, quand on vous parle d'une vidéo d'actualité, vous avez le sujet, vous avez les dates, ou à peu près les dates, il va suffire d'une recherche assez rapide pour la retrouver en différentes versions, et parmi ces versions, la retrouver en qualité HD non dégradée. Et là, on voit bien que la main passe tout à fait normalement derrière le micro, et pas à travers, évidemment. Donc il n'y avait aucun trucage sur ce passage de la vidéo qu'on nous présentait pourtant comme une preuve. Get out of the street, you fucking bum! You gave up on life, didn't you?